Bienvenue dans ce webinaire Café Culture débiteur de son. Les bars et cafés culturels sont à nouveau sous le coup d'une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire et selon les dernières annonces, ne devraient pas reprendre avant le 20 janvier. En ce moment même aurait dû se dérouler le festival Culture Barbare qui chaque année met en avant les actions des adhérents de ce réseau national. Face à l'annulation, le festival a été transformé en états généraux du droit à la fête dans les territoires. Et c'est dans ce cadre que nous allons donc discuter des enjeux de la création musicale dans les cafés culturels. Diffusion, diversité, pratique des droits culturels ou compatibilité de ces expressions avec les riverains. Ce sera également l'occasion d'apporter le GIP Café Culture ainsi que les hypothèses de retour post-confinement. Je suis donc accompagné de Fabrice Cabrera, membre fondateur de l'association Progresson et de l'intercollectif à Toulouse, de Claire et Anne Deborde, co-gérante du Café culturel Le Bohème à Toulouse aussi, d'Abel Gibert, programmateur du Black Sheep à Montpellier, et de Yannick Rabot, gérant du Bruegel l'Ancien à Toulouse. Pour ma part, je suis Baptiste Ostré, je suis directeur de publication du magazine culturel Clutch à Toulouse également. Pour commencer, je me disais que ce serait peut-être bien de faire un rapide rappel de ce qu'est le collectif Barbare, qui, il me semble, a fêté ses 20 ans cette année. Ouais, écoute, le collectif Culture Barbare, c'est un collectif qui réunit donc des patrons de bars et restaurants qui pratiquent de la culture dans leur établissement. Donc c'est parti effectivement en 1999 avec quelques patrons de bars nantais qui se sont réunis suite aux différents et mêmes problèmes qu'ils avaient quand ils pratiquaient de la culture dans leur établissement, surtout concernant les nuisances. Ça a grossi. Ils ont même fait justement entre-temps un festival pour montrer qu'ils pouvaient travailler ensemble et démontrer ce qu'ils faisaient tout le long de l'année en fait. Et c'est resté à Nantes pendant quelques années. Et jusqu'à ce qu'il y ait un Toulousain, donc Yannick Corbert, qui tenait le Petit London à l'époque et la Dynamo, salle de concert à Toulouse. Donc c'est lui qui a repéré ce collectif, qui les a contactés. Les Nantais sont descendus à Toulouse. Leur parole nous a parlé. Et voilà, et du coup, nous, on y est depuis 2008 à Toulouse. On a été, je crois, 5 ou 6 bars. Maintenant, on est environ 40, je crois. Et ça donc, nous, on a été la deuxième ville. Et puis après, ça s'est exporté aussi dans d'autres villes. C'est devenu national. Et d'où maintenant le festival Culture Barbare qui se fait chaque fin novembre, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est le plus gros festival qui se passe en France, vu que c'est sur 3 jours. Même la fête de la musique, c'est que sur un jour. Nous, c'est au moins sur 3 jours, et ça se fait dans quasi toute la France, voilà, dans tous les bistrots. Et à côté de ça, le collectif, c'est là pour défendre les valeurs de la culture dans les bars. C'est très difficile d'exercer. On a beaucoup de problèmes, on va pouvoir en parler, mais il y a eu depuis beaucoup de combats de gagnés sur l'aide à l'emploi artistique, sur la diffusion amateur, sur pas mal de choses, on pourrait y revenir. Voilà, en gros, c'est là pour réunir toute la parole de ceux qui font de la culture dans les bars, quoi. Voilà. Et tu parlais justement donc de la difficulté de ces activités. Moi, je me rappelle justement donc à l'époque, donc en 2012, le tout premier numéro qu'on a fait avec le magazine Club, justement, on abordait déjà la situation des cafés-concerts. Comment est-ce qu'elle était cette situation du coup avant du coup l'arrivée, je pense notamment de la fameuse Covid. C'était toujours aussi compliqué, on va dire. C'était toujours aussi on va dire des batailles, notamment, je pense, avec les problèmes des nuisances sonores, où il y avait des choses où il y avait du mieux, en gros.
Nous, on n'a pas trop ressenti. En 2012, c'était déjà un peu le cas. On avait l'étude acoustique dans chaque bar culturel qui était imposée. On commençait déjà un peu à parler de la licence entrepreneur du spectacle pour qu'on puisse l'obtenir. D'ailleurs, on avait fait tous anciennement Octopus, avant mardi, la formation sur 5 jours à l'époque, c'était. Et pour pouvoir faire la demande ensuite à la DRAC de notre licence entrepreneur du spectacle et pouvoir déclarer au mieux les musiciens amateurs comme professionnels dans nos lieux. Aujourd'hui, pour nous, pour notre part à nous, le Haut-Bohème, c'est toujours un peu compliqué parce que y a d'autres services de la mairie qui nous bloquent sur certains documents qu'on n'arrive pas à fournir à la DRAC. Après, il y en a d'autres qui ont très bien réussi à avoir leur licence entrepreneur du spectacle et qui peuvent, du coup, grâce à cette licence, déclarer plus d'artistes, obtenir aussi des subventions comme Yannick commence à en parler, dont on pourra parler plus tard, le GIP. Enfin, voilà, à ce niveau-là, on avait déjà des choses mises en place. Après, l'amélioration, moi, je trouve pas, mais... Dis-moi. Je vais même aller plus loin. Ça fait du coup, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. Déjà, moi, mon premier bar, après l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, qui était descendu à Toulouse pour engueuler les flics parce qu'ils ne faisaient pas assez de rendement. On a eu une grosse descente dans les cafés-concerts pour arrêter. Voilà, dès qu'il y avait une plainte, on se faisait fermer. Donc ça date de 2000-2001. Hein, donc de toute façon, depuis qu'il y a eu la loi anti-bruit de 98, ça a mis clairement un coup de frein au concert dans les bars, et ça n'a fait qu'empirer en fait. C'est ça, d'année en année, ça empire. Il y a de plus en plus de normes, on baisse les décibels. Enfin bon, bref, ça ne va jamais en s'améliorant. Si, il y a eu des choses qui se sont améliorées, comme a dit Claire et Anne. C'est au niveau de l'aide à l'emploi artistique. Enfin voilà, il y a des choses qui vont dans ce sens-là, qui sont bonnes, mais par rapport aux nuisances sonores, c'est de pire en pire. Ouais. C'est une situation du coup qu'on retrouve sur tout le territoire même, et je pense même du coup, voire même directement dans la région. Appelle-toi à Montpellier, est-ce que tu connais les mêmes problématiques ou c'est différent chez toi? Oui, je fais à peu près le même constat que Yannick. Hein. Moi aussi, ça doit faire 17 ans que j'organise des concerts. Alors, ça fait 9 ans, je crois que je fais la programmation au Black Sheep, mais depuis 17 ans, j'ai toujours organisé dans différents lieux et beaucoup dans des petites jauges. Et c'est vrai on a l'impression que ça se complique toujours, hein, notamment à cause des limiteurs dans les salles. Enfin, nous, on travaille dans des lieux, à la base, c'est pas des salles, c'est des bars quoi, qui accueillent des concerts. Du coup, quand on essaye à faire rentrer un petit club comme ça dans la case salle de spectacle, c'est un peu compliqué, quoi. Je sais qu'à Montpellier, là, dernièrement, pas mal de clubs et de salles ont eu des commissions de sécurité qui sont passées. Hein. On nous oblige à rajouter des sorties de secours alors que ça fait 20 ans, notamment au Black Sheep, ça fait presque 20 ans que le lieu fonctionne comme ça. Là, on nous dit qu'on peut mettre plus de gens. Je sais pas trop où on peut les mettre, mais a priori, on peut augmenter notre jauge. Il semblerait qu'on puisse pousser les murs quelque part, je sais pas. Et que du coup, il faut qu'on rajoute une sortie de secours, il faut qu'on ajoute une alarme à incendie, comme dans un gros club là, qui rallume les lumières et qui met un discours pour faire évacuer le public. Donc c'est toujours des coûts importants pour des clubs de petite envergure, quoi. C'est vrai que ça c'est un gros problème actuellement qu'on a sur Montpellier, hein, les commissions de sécurité. Après, je suis d'accord aussi avec Yannick sur l'effet Sarkozy, hein, qui a un peu bousculé les choses. Mais après, à Montpellier, ça s'est un peu tassé. J'ai l'impression qu'ils ont montré qu'ils étaient là, quoi. Mais après, les choses sont un peu tassées. Mais
bon, faut toujours se battre, hein. C'est jamais simple, hein. De toute façon, quand on accueille du public comme on fait, faut, faut avoir la foi et puis faut toujours se battre, hein, parce qu'il y a toujours c'est toujours compliqué quelque part, hein, que ce soit au niveau des institutions, même si bon, je relativise quand même un peu les problèmes qu'on peut avoir avec les institutions, mais rien que le fait d'accueillir du public, ça peut être déjà Oui. problématique, hein. D'autant plus en ce moment, c'est sûr. Mais ouais, je pense Notamment, que partout en France, on fait à peu près le même constat, il me semble, hein. Et pourtant, du coup, il y a malgré tout un rôle, alors que j'estime moi, pour ma part essentiel à la vie artistique d'une ville. Et je crois même d'ailleurs, c'était un peu ça aussi les origines de l'association Progression, Fabrice. Tu me dis si je dis une bêtise. C'était à la base, c'était un regroupement aussi de musiciens qui voulaient trouver des scènes pour pouvoir jouer. Oui, tout à fait. Au début, c'était ça. C'était essayer de trouver des lieux, faire jouer des groupes amateurs. Parce que les groupes, souvent, quand ils débutent, il faut bien qu'ils commencent quelque part. Parce qu'on ne passe pas à la radio ou à la télé sans avoir commencé quelque part. Donc, c'est vraiment tous les cafés-concerts, tous les bars, ce sont des tremplins. Il y a des tremplins qui existent, mais eux, ils font des tremplins toutes les semaines. Donc voilà, nous, en termes d'association, c'était un peu ça. C'était travailler avec les bars, faire jouer ces groupes-là dans les conditions sur lesquelles on pouvait, puisqu'il y avait très peu d'aide. Donc le but, c'était s'entraider. Hein, ce qu'on a fait avec l'intercollectif. On a réuni beaucoup d'associations de musique dites un peu plus underground, punk, metal, hip-hop, rock sur Toulouse. Comme on n'avait pas de moyens, mais ça permettait de se prêter une sono. C'est des bénévoles qui allaient aider une autre association. Ça permettait d'avoir plus de poids aussi pour l'affichage, pour la communication. Donc, c'est une mise en réseau qui avait été faite. Après, le constat, pour revenir rapidement, le constat, il est. Enfin, moi, je tiens pas de bar, donc. Mais le constat, il est aberrant. Moi, ça fait depuis 20 ans, 17 ans, à Toulouse, je vois les patrons de bars, les bars se monter, disparaître. Je les vois dans des états pas possibles, les patrons de bars. Je les vois, voilà, c'est financièrement, moralement, c'est un rythme de vie qui est très compliqué. Ils travaillent le jour, la nuit, il y a les travaux. Il y a les normes de sécurité qui évoluent constamment, donc il y a des travaux à faire en fonction. Il y a les problèmes de voisinage qui sont toujours pas réglés. Il y a des contacts qui doivent se faire avec nos élus locaux, mais qui se font pas. Ça fait 17 ans que ça dure, donc c'est quand même. Enfin, à titre personnel, j'ai jamais vu un élu dans un bar lors d'une soirée de concert. Pourtant, j'ai participé à plus d'1 millier de concerts. Mais voilà, donc je sais pas. Après là, le problème, c'est qu'on discute entre personnes qui pensent exactement la même chose. Donc là, on fait un état des lieux. Les gens qui vont nous regarder, peut-être qu'ils sont pas au courant, donc tant mieux si ça peut les alerter. Mais pour les personnes qui sont au courant, après, malheureusement, ça Oui, fait bien pas sûr. avancer tant qu'il n'y a pas de volonté publique de changer les choses. Et des solutions, il y en a. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais des solutions, il y en a. Tout à fait. Mais je voulais juste avant d'évoquer tout ça aussi revenir sur le développement quelque part de la mission culturelle de vos cafés notamment, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu depuis plusieurs années maintenant, on va au-delà même du simple café-concert, c'est-à-dire que, par exemple, le Bohème, il y a souvent des expositions, du théâtre d'impro, et puis via le collectif Barbare aussi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de partenariats qui se font avec des festivals type le Carnaval de Toulouse ou le Festival Mariunissimo, le Festival Groland, ce genre de choses. Moi, je me demandais à votre avis, ces organisations, qu'est-ce qu'ils viennent chercher du coup chez vous? Est-ce que ça leur permet aussi du coup de toucher un public qu'ils n'auraient pas forcément eu? Si je peux prendre la parole, c'est justement de Vas-y. pouvoir. Le collectif Barbare aussi, c'est aussi ça, c'est de rendre la culture accessible à tout le monde et pas forcément aller se payer une place de théâtre ou une place de concert pour aller voir. Et comme disait aussi Fabrice, c'est aussi des associations, donc ça permet aussi de rendre un concert ou un spectacle accessible en donnant ne serait-ce qu'un euro symbolique ou en achetant tout ce qui est sur le stand merchandising qui est mis en place. Enfin voilà, c'est aussi soutenir des associations, des musiciens et pas que. Mais après, c'est là où aussi il y a une contradiction, c'est que d'un côté,
il y a des aides qui sont mises en place par la région, et de l'autre côté, comme le disaient Abel et Yannick et même Fabrice par rapport à son expérience, c'est que ça fait des années que au niveau de la mairie, ça se, comment dire, ça se dégrade pour les lieux comme les nôtres, et qu'à côté, il y a des aides qui sortent depuis très peu de temps grâce au collectif Barbare. Enfin, c'est deux choses différentes. En fait, c'est comme s'ils ne communiquaient pas entre eux, même entre les services de la mairie. Par exemple, comme tout à l'heure disait Abel, à la base, nous sommes des bars, des cafés culture. Et aujourd'hui, il y a certains services de la mairie qui voudraient nous déclasser en tant que salle de spectacle parce que justement, on accueille un peu trop de culture hebdomadairement ou mensuellement. Et c'est là aussi où ça pose un problème parce que on ne sait plus où donner de la tête. Si on veut faire plaisir à un service, du coup, on va se mettre des bâtons dans les roues et vice-versa. Et comme disait aussi Abel, on va demander de mettre des issues de secours en plus parce qu'on va nous déclasser en tant que salle de spectacle et qu'on ne va plus nous dire qu'on est un bar. Enfin, alors qu'à la base, on est un fonds de commerce. On a acheté un fonds de commerce en tant que débit de boisson. On a décidé de soutenir la culture via notre activité principale, mais ouais, c'est là où il y a quand même plein de choses qui sont contradictoires là-dedans. Bah après, pour revenir à ce que tu disais, Baptiste, je pense que oui, tous ces offres de festivals qui s'adressent aux cafés culturels comme nous, je pense que ouais, ça leur fait une super vitrine parce qu'on a un autre public et que oui, je pense qu'on est aussi un tremplin ou un espèce de, je sais pas, on apporte quand même quelque chose à ces gros festivals qui arrivent à caler des petits spectacles chez nous et tout. Je pense qu'on leur apporte quelque chose de plus populaire et de moins conventionnel. Et je pense que oui, enfin, pour répondre à ta question, c'était ça. Je pense qu'on apporte quelque chose aussi à ces petits festivals, nous, avec nos petits lieux et tous nos problèmes. Voilà. Pour compléter ça, même, je dirais, de toute façon, un vrai festival, il a son off dans la ville. Voilà, c'est ça. Et nous représentons vraiment, justement, tout un groupe de lieux qui peuvent accueillir ça. Et je parle dans un festival comme ça peut être, comme tu as cité, Groland, ou même on a fait Rio Loco, on a fait des trucs. Bon, Rio Loco, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est on va sur on peut accueillir toutes les thématiques. Et ça fait vivre la ville jusqu'au carnaval. Le carnaval, donc là on est sur un autre style de culture entre guillemets, mais ils sont direct venus nous voir à l'assaut Le Cocu pour justement qu'on fasse l'after. Enfin, on fait plein de choses avec le carnaval. On fait le before, on fait le pendant et l'after. Donc, mais notamment sur l'after, ça faisait aussi à minuit, une fois que Monsieur Carnaval a brûlé, c'était aussi un moyen pour que les gens se dispersent du lieu et se dispersent dans différents lieux de la ville et continuent la fête avec de la culture, enfin voilà. Donc c'est vraiment ça fait vivre les assos, ça fait vivre les festivals en eux-mêmes, ça fait parler des festivals parce qu'on en parle, on fait la pub aussi dans nos lieux. Et comme disait Claire tout à l'heure, plutôt sur des plus petits formats, on va dire, entre guillemets, comme Marionettissimo ou Passe ton bac d'abord, des festivals, on va dire, un peu plus intimistes. C'est une sorte de culture qu'on ne retrouve pas forcément dans les bars. Et deux choses, ça fait venir un public qui n'est pas habitué à voir des spectacles dans les bars. Et ça fait découvrir une certaine culture à des gens qui n'iraient pas voir des spectacles marionnettiques ou des concerts de classiques. C'est aux clients de bar, quoi. Enfin voilà, les clients de bar découvrent ce style de culture aussi, quoi. Et ça fait un joli mélange et ça se passe à chaque fois vraiment très très bien. Voilà. C'est en ça, voilà, c'est en ça. Que vos réponses m'intéressaient justement, c'est que comme disait Fabrice, voilà, les cafés culturels, on les connaît et en tant que tremplin, voilà, pour des musiciens et tout ça, mais aujourd'hui c'est même au-delà c'est un tremplin aussi pour d'autres formes d'expression et donc il y a une complémentarité d'expression artistique qui se passe du coup dans les cafés culturels. Mais la grande question du coup
où vous aviez commencé à l'aborder également, c'est du coup comment faire. Voilà, Claire, tu parlais qu'aujourd'hui on essaie presque de vous déclasser du coup en salle de spectacle, alors que c'est pas du tout la question à la base, quoi. Mais est-ce que justement donc le GIP le GIP Café Culturel n'était pas là à la base justement pour résoudre cette problématique-là? C'est comme je disais tout à l'heure, il y a une sorte un peu c'est marrant. D'un côté, la culture adhère au groupement d'intérêt public des cafés culture. On abonde une première fois à hauteur de 50 000 euros, qui était déjà une jolie somme. Maintenant, ils abondent à hauteur de 100 000 euros, ce qui est vraiment bien pour une ville comme Toulouse. Et à côté de ça, on a des services de la mairie qui ne veulent pas délivrer les catégories N5, enfin juste la déclaration du fait qu'on soit une vraie catégorie N5 et non une salle de concert pour pouvoir accéder au GIP. Et à côté de ça aussi, on a des services de police et tout ça qui veillent au grain dès qu'il y a un appel qui viennent arrêter le concert. Donc il y a un peu ce côté. D'un côté, on nous donne, enfin, on nous aide à déclarer les artistes, et d'un autre côté, on nous empêche de faire des concerts, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est assez ubuesque. Mais donc pour rappeler du coup le truc, donc le groupement d'intérêt public Café Culture, c'est à la base donc un fonds d'aide à l'emploi artistique, c'est bien ça. Je dis pas. Voilà. Concrètement, comment est-ce que c'est censé fonctionner? En gros, faut passer par le GUSO. Donc qui est le guichet unique pour déclarer, enfin c'est le pôle emploi des artistes. Oui. Et du coup, donc un artiste, on va arrondir, enfin mais alors, je sais plus, c'est plus de 160 euros le cachet, donc net plus les charges. Et du coup, donc sur un cachet, sur un musicien. Alors je sais plus parce qu'ils ont rebougé les chiffres et là j'ai plus les chiffres exacts, mais en gros sur un cachet on a une vingtaine de pourcents de charges dégrévées. Deux artistes c'est encore plus. Enfin voilà, c'est exponentiel jusqu'à 4 artistes où il y a 100% de charges dégrévées. Donc à un groupe de 4 musiciens qui coûtait plus de 600 euros pour un bar. Déjà, je le dis direct, 600 euros, il n'y a aucun bar qui peut mettre 600 euros par concert. C'était pas possible. Hein. Donc là, on revient sur, et avec 100% de charges dégrévées, on revient sur du 300 euros. Ce qui est voilà, beaucoup plus viable pour un bar de payer. Donc, on va dire un groupe d'une moyenne de 4 personnes. 4-5 personnes, voilà, c'est largement envisageable pour un petit bar de pouvoir les régler. Et ça c'était vraiment une aubaine parce que d'un côté, nous, ça nous met dans les clous parce que jusqu'à présent, c'était impossible de payer tous les artistes, donc on n'était légalement pas dans les clous. Et surtout pour les musiciens, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est tellement dur pour les musiciens d'avoir leur intermittence et tout ça, d'avoir tous les cachets. Quand ils faisaient, voilà, quand on faisait un groupe, qu'on avait 300 euros de budget, bon ben sur 4, t'en avais 2 qui prenaient des guisos et puis la fois d'après, c'était les 2 autres. Enfin bon bref, c'est interminable. Là, ça permet vraiment d'accélérer. Pour avoir son intermittence, voilà, et d'accueillir. Et nous, ça nous permet d'accueillir dignement des musiciens et de pouvoir aussi, voilà. Ça permettait d'avoir un équilibre, du coup, entre les besoins du bar et les besoins des musiciens, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est là où moi, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais. C'est que du coup, pour avoir accès au GIP, en fait, sans la licence d'entrepreneur du spectacle, tu as le droit de déclarer 6 GUSO par an. Et le GIP fait en fonction du GUSO. Donc, si tu veux, par exemple, pour un établissement comme le Bruegel qui a sa licence, il va avoir accès au GIP de façon illimitée, on va dire. Et pour le Haut-Bohème, un autre contre-exemple, qui n'a pas ce fameux papier qu'un certain service de la mairie doit nous fournir, on n'a pas la licence. Et donc, du coup,
même si on fait plus de 2, 3, 4 événements par semaine, on a le droit au GIP que 6 fois dans l'année. Donc, on a intérêt à bien choisir nos dates et parce qu'au-delà, on n'aura pas le droit à cette aide parce que ça suit comme disait Yannick, le site déclaration du GUSO. Voilà. Okay. Et ça, du coup, c'est plus spécifique à Toulouse, encore une fois, on va dire micmac entre services, j'ai envie de dire, ou ça, je sais pas. Ça, c'est spécifique. Abel, de ton côté, comment ça marche chez toi, ça fonctionne plus facilement ou c'est aussi des... Ouais, on touche juste à une question d'humain. Hein. C'est dès que les gens doivent discuter entre eux, c'est pas gagné pour que ça se passe bien de tous les côtés, quoi. Bon, je croise les doigts, ça devrait avancer sur Toulouse. Mais c'est vrai que c'est vraiment sur Toulouse, enfin, en tout cas avec le collectif Culture Barbare, sur le plan national, il n'y a qu'à Toulouse que ça fait ça. Hein. Voilà. En gros, pour expliquer, quand on a passé, pour avoir la licence d'entrepreneur en spectacle, donc on doit passer une formation sécurité, pardon. Là-dessus, une fois qu'on a cette formation, on doit faire un dossier à la DRAC et notamment dans ce dossier à la DRAC, on doit envoyer donc la déclaration, un feuillet qui déclare que nous sommes bien un établissement de catégorie N5, soit un établissement qui reçoit du public de licence 3 ou 4 de moins de 200 places. Voilà. Ça, à la différence d'une salle de spectacle, donc qui est classée L4, les salles de spectacle sont des licences où ils doivent avoir une commission de sécurité qui passe pour délivrer l'autorisation. Nous, c'est juste une déclaration qu'il nous faut, c'est tout. C'est juste le fait qu'on est, voilà, on est un bar, on a une licence 3 ou 4 points, on demande ce papier. Et les services de la DSCRN doivent nous le donner, point. Et il n'y a pas de, vous demandez ça, on va venir voir si vous êtes aux normes. Ça ne se fait dans aucune autre ville. Voilà. Ok. Comment ça se passe, aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée du Covid et je pense surtout les différentes mesures qui sont passées, c'est-à-dire qu'un jour on ferme et puis en fait on ouvre et puis en fait non, il y a un couvre-feu mais en fait non, on referme. Comment est-ce qu'on affronte ce genre de décisions qui peuvent changer, se modifier d'heure en heure quasiment? Déjà, il y a un truc que je trouve assez hallucinant. C'est notamment de nous faire, par exemple, lors du premier confinement, à 20h, on nous dit à minuit, vous fermez. Mais où, quoi? C'est quoi? Tu peux nous laisser un jour quand même, là le temps qu'on s'organise, ou c'est comment? Ou même qu'on arrive à fermer le bar normalement? Non, à minuit, on ferme. Voilà. À 20h, on te dit, à minuit, tu fermes. Ça a été tout le long comme ça, c'est-à-dire du tac au tac, on n'a pas le temps de se retourner. Et encore, moi je suis un bar, mais les restaurants avec la cam qu'ils ont dans les frigos et tout ça, mais ça doit être l'enfer, quoi. Et donc là, après ça a été bon. Après les décisions qu'ils ont prises, ça c'est un autre débat. Mais voilà, moi en tout cas, je l'ai pas très bien vécu comment ça a été amené. Ben, nous aussi, je crois qu'on l'a pas très bien vécu. Personne l'a bien vécu. Personne l'a bien vécu. Après, c'est sûr que, bah oui, moi, pour notre métier, j'étais un peu vexée parce qu'on a été les derniers, on a été les premiers à fermer, on sera les derniers à réouvrir et dans des conditions après que j'ose même pas pour l'instant imaginer. Après, c'est le cas, tu peux l'ouvrir. C'est le cas où aussi moi j'ai un restaurant et que c'est vrai que dans le restaurant c'est pareil. Enfin, ce que disait Yannick pour la marchandise, bah c'est compliqué. On perd déjà qu'on sait qu'on va perdre de l'argent là, on sait qu'on est en perte totale. Donc c'est une question d'organisation et d'essayer de pas baisser les bras et de continuer. Après là pour les bars, on est bloqué, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Pour les concerts, je ne sais pas ce que ça va donner et comment on va pouvoir repartir, mais je pense que
tout le monde dans la profession l'a mal vécu. Et après, je rentrerai pas dans un débat politique parce que voilà, mais on l'a tous mal vécu. Mais je crois qu'il faut que je m'arrête là. Ouais, c'est mieux. Et je voudrais rajouter que c'est bien dommage parce que du coup, en janvier 2021, on sera fermé, mais le collectif Barbare, quand même, s'était bien battu pour mettre la fameuse loi en vigueur concernant toutes les nuisances sonores qu'on a, les problèmes avec les nuisances sonores qu'on a avec le voisinage, quoi, avec Dominique pourra mieux l'expliquer. Ouais, mais ça, c'est un principe. On nous met des bâtons dans les roues, on nous relâche autre chose, on nous met des bâtons dans les roues, on nous relâche autre chose. Donc moi, ça me choque même plus. Ça, pour revenir là-dessus, la loi dont tu parles, si je dis pas de bêtises, c'est la loi qui concerne l'antériorité du coup d'un bar ou d'un café culturel sur l'établissement d'un résident, quoi. Donc à partir du moment où le bar a antériorité sur l'arrivée d'un résident, le résident n'a pas de recours contre ce qui peut juger des nuisances de ce lieu. C'est bien ça. C'est ça, ouais. Parce que bien souvent, ce sont des voisins qui s'installent après l'arrivée du lieu qui se plaignent, quoi. Et à Toulouse, c'est de plus en plus ça. Et le collectif Barbare a fait un travail énorme sur ça et la loi rentre en vigueur là en 2021. Et on espère que, après, voilà, comme il y a cette crise sanitaire, ça ne sera pas forcément la loi qui rentrera en priorité si jamais il devait y avoir des soucis, mais ouais, il y avait quand même cette loi qui est passée. Et qui j'imagine, a dû ou devait, en tout cas, l'annonce de cette loi a dû procurer un certain soulagement, je pense. C'était le champagne. Ouais. Pour revenir quand même sur la situation, alors c'est peut-être une question un petit peu délicate, mais est-ce que durant toute cette période de Covid, alors bien sûr il y a eu des mesures, ou en tout cas des annonces d'aide de par l'État et compagnie, mais je me demandais, est-ce que vous avez eu l'impression quand même d'avoir une forme de soutien de la part des collectivités ou pas du tout? Yaya, vas-y. Ah, mieux, ouais, non, c'est-à-dire que alors non, vous pouvez plus savoir parce que moi j'ai toujours pas eu l'aide, la dernière aide là sur octobre. Vous avez fait la demande déjà, vous l'avez eu ou pas, je sais pas. On a réussi à la faire, et on l'a obtenue aujourd'hui d'ailleurs. D'accord, ok. À hauteur de beaucoup plus de temps. À hauteur de 10 000 euros. Ok. De la municipalité? Non. Ça, c'est des aides de l'État. De l'État, le fonds de solidarité, pardon. Ouais. Après, la municipalité met des choses, c'est plutôt la région qui met des choses en place. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc, la municipalité, si elle a également proposé des aides, mais effectivement, j'en ai demandé une depuis début novembre. J'ai eu l'accusé réception, mais j'ai pas de retour, j'ai pas de contact pour savoir où ça en est. On attend. Après, ouais, je crois qu'on a quand même je sais pas si on peut dire ça, qu'on a un espèce de soutien avec ces aides ou quoi, mais après, il y a tout ce préjudice moral et tout ce qui va nous arriver après, avant, pendant, et tous ces coups qu'on nous fait à chaque fois, un peu comme ça, du jour au lendemain. Donc, je sais pas comment conclure sur cette question. Voilà. Au-delà de ça, moi, je pensais, par exemple, qu'il y a eu la mesure, alors je sais pas si tout le monde du coup a été impacté de la même manière ou a eu la même possibilité, je veux dire, mais il y avait eu cette mesure à un moment d'autoriser l'ouverture des terrasses, voire même d'extension de terrasses, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui concrètement fonctionne en gros, ou est-ce que c'est de la demi-mesure entre guillemets, quoi? C'est bien d'avoir une extension de terrasse, c'est super. Faut-il pouvoir l'exploiter? Nous, on l'a pas, par exemple. Voilà, nous on a encore un problème, mais ça, je crois que c'est spécifique au Bohème. Le bar doit être sur un cimetière d'Indiens, je sais pas. Il y a un truc qui se passe, mais oui, moi, je pense que cette terrasse Covid, ça a été un plus. Oui, pour mon restaurant, ça a été un plus, c'est pas le sujet. Mais après, pour le bar, ça peut faire un plus parce qu'à l'intérieur, on pouvait mettre presque personne. C'était un peu l'angoisse. Il y avait du gel hydroalcoolique de partout. Enfin, moi, ça m'angoissait d'aller au bar le soir. Je savais plus trop comment. C'était un peu particulier. Donc, ces terrasses, ça permettait d'être dehors et de souffler un peu et pas d'être dans
derrière, enfin je sais pas. Voilà. Après, c'était triste de voir le bar vide, mais en même temps, nous, je sais que dans notre cas, ça nous a aidé quand même d'avoir un peu plus de terrasses qu'on a pris, qu'on s'est autorisé seul au fait, parce que. Après, c'est sûr que les terrasses, de toute façon, c'est un plus non négligeable. Suite à une réunion, on a demandé à ce que l'extension des terrasses perdure jusqu'en 2022. Ça peut paraître super loin, mais en fait, le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, l'extension de terrasse, bon, ben, personne l'utilise. Hein. On est tous fermés. Et le problème va pas se résoudre quand la crise sera finie, hein, parce qu'il va falloir rattraper tout ce merdier, quoi. Donc, la crise sanitaire, la crise économique, je veux dire, elle va continuer en 2021. Hein. C'est pas le 1er janvier, ça va pas être, c'est fini. Hein. Donc là, l'extension de terrasse, c'est un plus non négligeable. Maintenant, j'attends aussi qu'ils nous laissent travailler correctement sans ces couvre-feux pourris à 21h ou des trucs comme ça, parce que c'est bien joli d'avoir des terrasses, mais si c'est pour arrêter de servir à 20h, voilà. Ouais, il vaut mieux être fermé. C'était plus facile pendant le premier confinement où les bars étaient fermés et avec les salariés en chômage partiel, que d'ouvrir et de faire la moitié de son chiffre d'affaires ou moins, quoi. Et la terrasse, c'est un petit plus, ça permet d'accueillir des gens, il me semble, hein. Mais ça remplace pas le chiffre d'affaires qui était fait avant, quoi. Est-ce que chez toi, du coup, tu as eu une sensation d'avoir un minimum d'écoute ou de soutien, du coup, Alors, nous, on avait les acteurs des musiques actuelles du centre-ville de Montpellier, on avait commencé à se réunir un peu, à discuter. Et je sais pas si la mairie en a entendu parler. Du coup, au même moment, ils ont provoqué une réunion avec tout le monde. Donc ça a été bien parce que on avait tous les élus et même le maire qui était autour de la table. Donc on a pu discuter de nos problèmes. Et du coup, ils sont en train de mettre en place une aide à travers des résidences d'artistes pour les salles de spectacle comme le Black Sheep, l'Antirouille et le Secret Place aussi, qui vont pouvoir bénéficier d'une aide à travers des résidences d'artistes, quoi. Donc ça va pouvoir nous permettre d'aider des artistes à faire des cachets d'intermittents et aussi de rémunérer nos techniciens. Et puis, à travers une location de salle de mise à disposition, nous aussi de récupérer un peu d'argent pour notre fonctionnement. Donc c'était super. Je pense que ce Covid, en tout cas chez nous à Montpellier, il nous a permis, tous de nous réunir et de discuter ensemble de nos problèmes. Et puis on a compris que la mairie, en tout cas, était à notre écoute et était prêt à nous aider dans un premier temps et peut-être un petit peu plus tard aussi si la reprise tarde à reprendre normalement, quoi. Après, il y a la région aussi, hein, forcément. La région, ils ont toujours été présents pour la culture, hein, depuis un bon moment, et puis ils sont toujours à l'écoute aussi, hein, il me semble. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a l'impression en tout cas d'être écouté. Ok. J'imagine ça doit quand même aussi apporter un certain réconfort, à défaut de confort en tout cas. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'ils s'aperçoivent quand même qu'on est une plus-value, hein, pour la ville. Hein. On est déjà un des lieux de vie ancrés sur un territoire. Et puis chacun a un peu sa spécificité culturelle, hein, et on joue un peu le rôle du bar de village de l'époque où les gens venaient discuter entre eux, un vrai lieu de vie, quoi. Je pense qu'on est tous, on représente tous ça aujourd'hui, quoi. Et d'autant plus que le côté, je sais pas comment dire, mais on a tendance ces dernières années à avoir envie de revenir vers des valeurs et des choses proches de nous. Et je pense que ça, on le défend depuis toujours et on est vraiment des représentants du vivre ensemble et du fait ici, quoi. Ouais.
Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, justement, Fabrice, je me posais la question aussi, toi, du côté d'une association comme Progressons, qui a dû annuler donc déjà son festival, la semaine du rock, qui a lieu normalement tous les ans en mars, et qui doit être annulé du coup au premier confinement. Comment ça se passe donc pour les groupes ou les musiciens ou les bénévoles, enfin voilà, ou tous ces gens-là du coup qui se retrouvent aussi du jour au lendemain sans possibilité du coup d'activité. Après, je ne vais pas parler de Progression précisément, mais globalement, en tant qu'activiste associatif, après, la différence, c'est que moi, j'ai toujours fait le choix d'être bénévole, donc j'ai un travail à côté. Donc, j'ai pas de problème de visibilité en me disant comment je vais payer mon loyer. Donc voilà, donc j'ai toute proportion gardée. Je peux pas me comparer à mes collègues qui tiennent des bars ou qui travaillent dans la culture ou qui sont intermittents. Voilà, après, c'est en dehors c'est une passion aussi, c'est un mode de vie. Parce que moi, ça prend tout mon temps libre et mes congés. Mais voilà, donc c'est sûr que ça fait un manque socialement. Je comprends qu'il y ait des personnes qui viennent chercher dans l'associatif le besoin aussi de rencontres, puisqu'une association, c'est pas juste pour l'organisation de concerts, c'est aussi rencontrer des personnes. C'est également se former au milieu de la musique. Donc ces personnes-là, qui se sont lancées, qui n'ont pas réussi encore à atteindre le statut d'intermittent, se retrouvent dans une situation catastrophique, c'est-à-dire sans statut, sans forcément de formation autre, puisqu'ils avaient entamé une formation dans la musique. Donc, elles se retrouvaient à faire des ménages ou à bosser, faire de l'intérim sur des choses qu'on peut. Donc, voilà, donc pour tout le monde, c'est catastrophique. Après, pour des gens qui font de l'associatif et qui sont bénévoles et qui le font pour le plaisir et qui ont un travail à côté, c'est une situation différente. Voilà, moi, ça me fait du temps libre. Bon. Mais voilà, mais après, juste pour revenir 2 secondes sur le rôle des bars, c'est sûr que en dehors du fait que ce soit un tremplin, que ce soit un rôle social de village, parce que c'est exactement ce que disait Abel, hein, c'est ce rôle-là maintenant qui est dans des grandes villes, c'est des quartiers, c'est des villages, et le bar permet justement cette rencontre entre des personnes qui arrivent, des personnes qui ont des envies communes, mais ça a également un rôle de laboratoire, parce que moi j'ai pu le voir depuis quelques années. Ça permet aussi de voir l'évolution de la musique dans la ville. Ça permet de voir l'évolution des pratiques des clients, j'allais dire des consommateurs de la musique. Pour moi, c'est pas une consommation, mais des personnes qui aiment le secteur culturel. Donc, ça permet de voir cette évolution. Et je trouve que c'est dommage parce que ça part de la base et souvent, ça reflète un petit peu ce qui se passe après et ça pourrait donner des idées pour mener certaines initiatives culturelles. Mais il faut déjà se renseigner sur ce qui se passe à la base pour ça. Mais ça permettrait d'anticiper certaines choses, ça permettrait de comprendre. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a de multiples rôles. Le bar, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pas juste dans l'imaginaire des gens de venir consommer. Je crois que le terme café cons a été créé, a apparu dans les années 1800. Et à l'époque, c'était les gens venaient d'un café cons et payaient en gros grâce aux consommations, c'est ce qui payait l'artiste. Dans les années 1900, c'est un peu la même chose. C'est les gens, ils commençaient dans des cafés cons, ils passaient après dans des music-halls et ils finissaient pour certains au cinéma. Beaucoup d'acteurs ont commencé dans des cafés-cons. Donc ça a toujours eu ce lien, sociologiquement parlant, ça a toujours eu ce lien fort et voir un petit peu l'évolution. Après maintenant, pour moi c'est des guerriers, les gens qui tiennent des cafés malgré toutes les contraintes. Surtout faire de la musique live, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est dommage parce que c'est nécessaire et tout pourrait aller. Je veux pas être dans la critique de quoi que ce soit, hein, parce que le but, c'est, pour moi, voilà, je pensais qu'il devait y avoir un élu de la culture aujourd'hui. Mais moi, le but, c'était surtout essayer de réfléchir à des solutions, parce que des idées, il y en a, comme un fonds d'aide pour insonoriser les bars. Il y a des mairies qui l'ont eu fait, dans certaines villes dynamiques comme Toulouse, dans certaines villes en Europe qui sont dynamiques avec des jeunes, se sont lancés dedans, avec des critères, bien sûr, que le bar existe depuis 3 ans, par exemple, qu'ils fassent déjà des concerts, qui promouvoient les groupes locaux dans leur bar dans l'année. Il y a plein d'idées qui peuvent être faites, et c'est pas forcément un coût qui soit supérieur au fait de monter des projets sécuritaires pour
pour venir fermer les lieux. Donc voilà, c'est plus essayer de trouver des solutions plutôt que d'acter sur de la répression. Mais après, c'est des discussions qu'il faut avoir. Il n'y a pas de porte-à-faux ou quoi que ce soit. Après, je trouve que c'est dommage, mais bon, j'espère que, notamment, justement, on a la chance à Toulouse, comme disait Yannick, d'avoir Barbara. Je sais que j'avais rencontré des élus à Nantes et des acteurs à Nantes. Il y avait des élus qui allaient régulièrement voir des concerts, qui rencontraient les acteurs locaux et les personnes et les activistes associatifs, Bar, étaient très contents de ces démarches-là. Justement, ça permet de comprendre ce qui se passe à la base et ça permet justement d'anticiper parce qu'au final, ces personnes-là, on les rencontre que quand il y a des problèmes. Et je pense que ça coûterait déjà moins cher et ça serait mieux d'essayer de réfléchir avant que ces problèmes arrivent. Donc, au lieu d'être plus dans la... Enfin, voilà, il faut... Enfin, voilà. En parlant de solutions, justement, comment est-ce que vous voyez du coup la sortie, on va dire, du confinement Comment fait-on du coup pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, tout en essayant de conserver une programmation culturelle? Est-ce qu'il y a des différentes possibilités qui sont étudiées? Est-ce que voilà, je pense, qui soient évidemment viables. Voilà, je pense par exemple là aux nouvelles mesures pour les commerces où maintenant il faut avoir 8 mètres carrés par quelque chose comme ça. Bon, voilà. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il est possible d'imaginer quelque chose en fait? Moi, j'ai envie de dire, je m'imagine plein de choses, mais le problème, c'est que c'est pas nous qui allons décider, quoi. Et je pense que la reprise, il faut pas se voiler la face, la reprise va être super dure, au fait, parce que c'est bien beau d'avoir une super terrasse Covid, mais les concerts, ils se passent pas sur la terrasse pour les nuisances sonores. Donc pour notre activité culturelle, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas du tout si on peut faire des concerts avec 8 mètres carrés, une personne pour 8 mètres carrés. Je crois que ça gâche aussi un peu le charme. Ouais, enfin voilà, enfin je veux dire, voilà, moi j'ai envie de dire, je m'imagine plein de choses, mais utopiste que je suis, je pense que ce sera pas réalisable et je me remettrai à ce qu'on me dit de faire une fois de plus. Après, Yaya, je sais pas ce que t'en penses toi, mais faire des concerts avec les 8 mètres carrés, pour moi, c'est infaisable. Et c'est pas fun, au fait, c'est pas ce côté live, c'est pas ce côté convivial et café de village qu'on a, enfin qu'on fait au fait jusqu'à présent. Ça va être un truc vachement sévère et vachement strict et je sais pas si c'est j'en perds les mots. Je crois que c'est un peu l'émotion. Je sais pas comment on va faire au fait. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai envie de faire plein de choses, mais je sais qu'on va avoir des règles super strictes et que c'est très flou l'avenir pour nous. Et je pense qu'il faut, qu'on attend toujours ces espèces de directives qui tombent de là-haut et on dit OK et on fait comme on peut et dans tous les cas on fait comme on peut. Voilà. Moi, je vais être clair, hein, c'est de toute façon, avec ne serait-ce que les normes qu'on avait avant le confinement et tout ça, les concerts à l'intérieur, ce n'est pas viable. Moi, perso, faire des concerts avec des gens assis à table, non, c'est pas ça. non, quoi. Alors, j'ai essayé à un moment donné, parce que ça me grattait trop quand même. Pendant cet été, sur la terrasse, j'ai la chance d'avoir une grande terrasse. J'avais fait le samedi midi des petits concerts. C'était des petites formations. Voilà, bon, ça palliait un peu. C'était un peu plus familial que mes concerts habituels et tout ça. C'était chouette. Mais même là, on nous a interdit de faire des concerts à l'extérieur pour éviter de rameuter des gens. Voilà. Moi, perso, à l'heure actuelle, dans ne serait-ce que les anciennes conditions de la crise sanitaire, je ne refais pas de concert. Donc, les 8 mètres carrés, c'est une blague. On n'ouvre même pas à 8 mètres carrés. Quand il s'agissait même des 4 mètres carrés, chose qu'on n'a pas eu, on est descendu à 1 mètre carré. À 4 mètres carrés, moi, j'avais considéré 30 à 40 personnes maxi dans le Bruegel. Ouais, ok, ouais. 30, un truc comme ça. Donc, déjà ça me sert à quoi? Ou alors, je fous 30 poches qui descendent 10 pins chacun, mais sinon, ça sert à quoi? Enfin, je veux dire, autant ne pas ouvrir.
Ouais. Voilà, donc On en revient à là, ça. il est clair que la culture va reprendre avec la vie d'avant, quoi. Faut arrêter. Enfin, moi, j'en peux plus de cette vie-là. Voilà. Donc, qui nous collent leur truc, là, leur vaccin pourri et tutti quanti, mais qu'on revienne comme avant, quoi. Voilà, c'est tout. On n'ira pas, on pourra pas reprendre, les activités culturelles comme ça. C'est pas possible. Mm. Ou alors, faut avoir un champ je Non, sais puis pas. le problème, c'est que économiquement, ça fonctionne pas, quoi. Le Non. bar, il peut pas payer ses charges et ses salariés, et puis encore moins rémunérer les artistes, quoi. Parce qu'on travaille toujours en espérant pouvoir aider les artistes à se professionnaliser, quoi. Donc Oui. après, on peut toujours mettre un mec dans un coin avec une guitare sèche pour faire des reprises de Francis Cabrel, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui a plein de posters de Francis Cabrel ici. J'allais dire Et, Renaud. mais du coup, voilà, on fait plus le même métier, hein. C'est ça le problème, quoi. C'est que déjà notre métier, il a déjà changé et on ne sait pas quand on pourra le récupérer dans l'état où il était avant, quoi. À mon avis, si tout va bien et qu'on a un vaccin, ça sera dans un an ou deux qu'on pourra récupérer notre métier Ouais. comme il était avant, quoi. Quand Parce que bien même même, le, quand pardon. bien même il y aura un vaccin qui arrivera en début d'année, quoi. Ça Et prendra combien de temps on va mettre à vacciner tout le monde, hein, et puis bien sûr. comment ça va se mettre en place, tout ça, moi j'y crois pas, hein, moi j'y crois pas, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Déjà rien que le travail de barman à la base, il a changé, hein. Aujourd'hui on est flic, quoi. Alors qu'à la base, si on est barman, c'est pas pour fliquer les gens dans le bar, quoi. Et là, moi je suis pas barman, mais quand je discute avec mes amis qui travaillent derrière des comptoirs, ils me disent c'est fatigant parce qu'on passe notre temps à dire aux gens mets ton masque, hein, reste assis, va pas là-bas. C'est Le pas. garde-roue, quoi. Eh ouais, Ouais. c'est plus fun, quoi. Le fun, il y est plus, quoi. Non, en revanche, ce qu'on peut penser, parce que là, comme je disais, ça sert à rien de réfléchir à comment faire des concerts là comme ça, là, en l'état actuel. En revanche, ce que disait Fabrice pour aider les bars à se mettre aux normes entre guillemets, je pense qu'il y a une voie là-dessus qu'il va falloir emprunter, ça c'est sûr. Et donc là, moi, sur le monde d'après, je pense à revenir sur des formats comme on était avant, hein, avec le monde normal, les gens au Ouais. comptoir, les gens debout, bref, voilà. Et là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose, effectivement, parce que les bars, ça fait, comme a dit Fabrice, ça fait depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des concerts dans les établissements. Et il y a eu tout d'un coup un réveil de la part des administrations où il a fallu avoir des normes un petit peu partout, jusqu'à ce terrible événement à Rouen où il y a un bar qui avait fait son isolation avec je sais pas quoi, mais un truc qui prend feu de suite. Bref, l'incendie qu'il y a eu à Rouen, là, alors là, sans vouloir faire le jeu de mots, ça a mis le feu aux poudres sur tous les techniciens. Et alors là, les normes, ça s'est décuplé, quoi. Et le problème, c'est que quand on achète un bar qui a je sais pas combien d'années d'existence, nous, quand on l'achète, on n'est pas censé savoir ce qu'il y a derrière les murs et tout ça, quoi. Enfin, maintenant, on forme un peu plus les nouveaux repreneurs à se renseigner sur ça. Mais je parle il y a quelques années, là, c'est ouf, quoi. On achète un bar et du jour au lendemain, on nous dit bah non, tu peux pas faire ça parce qu'il te faut, ton plafond comme ça, tes enceintes comme ça, enfin, bref. Et là, c'est un investissement lourd pour des petits lieux. Donc, le problème est quand on achète le lieu, il est pas forcément en norme, alors qu'il y a déjà des concerts et tout ça qui s'opèrent. Et du jour au lendemain, il faut tout changer. Ça change la donne, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir un fonds d'aide
pour, pas une subvention, mais quelque chose, un prêt, sous forme de prêt que l'on rembourse. Mais parce que les banques sont assez frileuses pour prêter pour les petits lieux, quoi. Donc, aider au moins, et je parle même pas pour chaque lieu privé, mais c'est aider la ville à redevenir vivante. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif, c'est pas d'aider des patrons de bar à avoir un lieu rutilant, quoi. C'est juste se mettre à la page et dire voilà, moi je veux que ma ville elle bouge sans forcément emmerder les voisins, quoi. Donc faut mettre faut qu'ils aient envie de le faire, tout simplement. S'ils ont envie, si on a envie d'avoir de la culture dans nos villes, faut qu'on se fasse aider, faut qu'ils se donnent les moyens de le faire. Et je pense que là, après une période aussi longue et aussi lourde et néfaste que celle qu'on vient de vivre, je pense que ça ferait vraiment du bien que les politiques culturelles et les politiques de la ville se mettent en ordre de marche. Oh putain, non, j'aime pas ce mot. Bref, aille de l'avant pour vraiment faire en sorte que la vie reprenne dans nos villes, quoi. La vie culturelle surtout. Parce que la culture nous manque à fond. C'est horrible. On n'en parle pas. Et pour toi, ce serait la première mesure, en fait, la mesure la plus importante à adopter dans un monde d'après qui ressemblerait au monde d'avant, on va dire. Ce serait ça, du coup, quoi. Ce serait cette forme d'aide-là, quoi. Ouais, et puis après, de mettre tous les voisins chiants sur l'île du Ramier. Voilà. Non, non, mais comme disait Fabrice, il a bien résumé tout à l'heure, plutôt que d'être dans la répression, être dans les solutions et du coup. Dans la prévention. Ok. On va arriver au terme de notre heure accordée. Est-ce que il y a des points ou d'autres sujets comme ça que vous auriez aimé discuter, aborder ou déjà, juste pour faire une petite synthèse, c'est vraiment, j'aimerais que la mairie déjà ait un message fort concernant nos lieux, plus spécifiquement quand je parle de nos lieux, je parle pas juste des bars, je parle des bars culturels. J'aimerais qu'il y ait un message fort pour que, comme je disais juste avant, la culture vive dans notre ville. Ouais, ça, il faudrait que c'est pas le tout de refaire fonctionner des petits commerçants. Il faut faire vivre les gens, quoi. Voilà. Oui. Notre métier, c'est pas de faire la fête, c'est de faire la fête. Et ça, les gens en ont besoin, tout le monde en a besoin de ça. Voilà. Et je pense qu'on l'aura bien compris pendant cette période, je pense. Eh bien, merci. Alors, je vais faire une petite conclusion rapide. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent. Merci surtout également à la Fédération indépendante Octopus, grâce à qui ce webinaire a pu être réalisé. Et puis, j'ai envie de dire, en espérant vous retrouver au plus vite derrière vos comptoirs et pas devant un écran, quoi. Ouais, parce qu'aussi les live streaming, il faut abandonner ça, c'est relou. Je fais juste un petit aparté du coup après entre-temps, quoi, mais parce que vous y êtes mis un petit peu là pour les 10 ans, là vous avez fait l'interview et tout ça, quoi, le Bohème en streaming. J'imagine que ça, c'est pas ça qui compense quoi que ce soit, mais bon, ça doit quand même faire du bien de pouvoir maintenir de pouvoir continuer à discuter, on va dire, avec ses clients, quoi. Ouais, voilà. Bon, on essaie de faire de manière même hebdomadaire, en fait. Tous les mardis, on invite un artiste différent pour parler un peu de lui ou d'elle, faire découvrir via les écrans, du coup, son travail. Et on aimerait aussi pouvoir un peu, comme on sait que c'est parti pour quelques semaines encore de fermeture, voire des mois, donc du coup faire vivre un peu la culture à travers les écrans avec des apéros en live, pas pour se la mettre, mais pour inviter des icos aussi à venir parler un peu de leur quotidien, un peu comme ce que l'on fait aujourd'hui nous
dans chacun nos lieux, enfin pour nos lieux et les faire découvrir autrement, quoi. On en est là, quoi. Moi, le truc, c'est que ça me frustre. Ça me renvoie l'image que je suis chez moi, là, tu vois. Quand je vois ça, je me dis, putain, mais je suis pas dans un bar, là. Ça me frustre, les lives Facebook. Non, c'est sûr que c'est super frustrant, mais c'est le truc où on se raccroche un peu. Mais je t'avoue, pour les 10 ans du bar, on a fait notre petit live. Après, on était là, bon, voilà. C'est un peu triste quand même. Il y a un fond de tristesse. Non, puis après, moralement, ça fait aussi du bien parce qu'on se retrouve avec les équipes et puis ça nous fait. Enfin, voilà. Ça fait du bien au moral aussi parce que moralement, que tu sois patron de bar ou de salle de spectacle ou comme disait Fabrice tout à l'heure, bénévole dans une association, c'est le partage. Si on a fait ce métier, c'est pour qu'il y ait du partage et un lien social. Et aujourd'hui, on l'a plus parce que, comme dit Yannick, on est tous chez soi et puis on regarde du live Facebook, du live Insta et on subit les ordres de là-haut. Voilà. Du principe de la cour. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, mettons, si demain, si on ne sait pas quand ce sera demain, mais les choses reprennent normalement et tout ça, est-ce que vous imagineriez conserver ce truc-là quand même on va dire de relais de live et tout ça sur Internet, sur les réseaux sociaux et compagnie, quoi. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Je crois pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut retourner dans la vraie vie, il faut se voir, il faut être face à face. Et voilà, mais après, je sais pas tellement que. Non, si, tu as raison. Merci. À un moment donné, il faut retourner sur la réalité. Là, c'est une espèce de petite joie là qu'on se fait. On est là, on a nos artistes, on a notre équipe, on est content, on a l'impression d'être au travail. Mais pas quand même, ouais, enfin, il y a une espèce de. Ouais, c'est un patch, c'est un pansement. J'en ai un d'ailleurs, pansement. Voilà. C'est un pansement qu'on met sur notre plaie, mais non, il faut que ça revienne. Ça va cicatriser, puis on va tous refaire des fêtes. Et à plus de 30 au Bruegel, j'espère, sinon c'est pourri, Yannick. Je suis d'accord avec toi. 30. Au Bruegel, si on n'est que 30, c'est nul. Voilà ce que j'ai à dire. Parce que le problème du live, c'est que si on veut rémunérer tout le monde, ça coûte beaucoup plus cher, le live en ligne, quoi. Parce a priori, on a des artistes à payer, plus des techniciens vidéo, un technicien son. S'il faut un technicien lumière et ça sort plus, quoi. Ça double ou ça fait presque multiplier les budgets par 3. C'est totalement irréaliste en fait, quoi. Sans pouvoir faire payer du public pour payer tout ça en plus. Ouais, après pour l'instant nous on est sur de l'autogestion et donc l'ingé son c'est nous-mêmes, l'ingé technique c'est nous-mêmes et on fait tout nous-mêmes, donc c'est faisable comme ça. C'est sûr, mais sans parler de rémunération ou quoi, c'est un petit pansement. Ça n'a rien à voir avec notre métier et c'est juste pour garder le lien, quoi. C'est plus un truc de lien que de. Voilà, pour répondre à Abel, c'est sûr qu'on ne pourra jamais payer toutes les semaines un technicien son. Enfin, on ne pourra jamais se permettre de faire ce genre de choses. Donc, pour devenir dans un truc professionnel, c'est pas faisable, au fait. Là, on fait ça bénévolement dans la joie et la bonne humeur. Pour continuer à exister et à garder un lien avec le. C'est ça, ouais. T'as pas vu notre live, c'est pour ça que tu dis ça. C'est vraiment dans des conditions très spartiates, voilà. Ouais. Déjà, je vois comment vous gérez la vidéo là. Maintenant, il y a un problème. Hein. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Méfie-toi des frangines. Voilà. Voilà, je vais juste mettre une petite parenthèse. Il y a aussi Sergent Pepper. Je pense qu'on a tous imprimé nos souvenirs chez Sergent Pepper et c'est très triste. Voilà, je pense qu'il faut aller les aider. Ils ont fait un petit crowdfunding et ils ont toujours été là pour les artistes, pour les salles de concert et voilà. Pour les cafés culture, je pense qu'ils ont souvent été là et que c'est des copains de Toulouse et il faut les soutenir. Voilà, j'ai réussi à le caler dans le live. Pour nous aussi, parce que ça a été un des premiers soutiens aussi du magazine, qui nous avait accueillis à l'époque dans leur atelier en plein été pour boucler le premier numéro du magazine et que derrière on a eu nos locaux chez eux pendant 6 ans, je crois, quelque chose comme ça. Quoi. Donc voilà, il faut penser à Sergent Pepper, à Cloche et il n'y a pas que nous, on est tous impactés.
Ah, mais de toute façon, si tu veux faire la liste. Ouais, je passe à la liste. culturelle, Sergent Pepper, ça me tenait vraiment à cœur parce que voilà, ils étaient avec nous à fond, 100%, je pense. Et parce qu'ils partent du milieu artistique. Et parce qu'ils partent de là. Et, ils viennent de là. Voilà, ils viennent de là. Et je pense que c'est important pour. Voilà. Ouais. Une grosse pensée à Vic et Didier. Ouais, une grosse pensée à Vic et Didier. Nous, c'est nos plus vieux partenaires aussi. Voilà. 17 ans. Et ouais. Voilà, il y a aussi tous ces à côté qui font qu'on a pu bien bosser, que ce soit les cafés-concerts, les assos et plein d'autres événements, que ce soit sportifs, culturels sur Toulouse. Je pense qu'ils ont toujours été là pour nous, ces gens-là. Et là, ça va pas. Voilà. Moi aussi, j'ai déjà bossé avec eux. Ah, tu vois. Voilà. Et nous aussi, quand on était sur Paris, au Living Bar à l'époque, le café culturel qu'on tenait, ben pareil, on commandait à Sergent Pepper déjà à l'époque. Voilà.